Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, ici Gormanac, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'histoire de Conqueror's Blade. Alors, pour être honnête, vous m'auriez affirmé cela au début du jeu, j'aurais répondu eh ben non, il n'y en a pas, c'est un truc trop random pour faire une pseudo-justification, ou du style, ils ont pris aléatoirement les informations histo et ils brodent autour. Mais je suis un grand fan du storytelling dans les jeux vidéo, c'est un métier qui me passionne réellement et j'aurais aimé travailler dedans. Donc j'ai pris le temps de chercher un petit peu, d'y réfléchir. Après 2 semaines de recherche, produit 60 pages de documents écrits et photographiques, je peux affirmer que je me suis complètement planté. Et je le reconnais, il y a une histoire dans Conqueror's Blade. J'ai découvert tout cela en travaillant comme quand j'étais étudiant. J'ai croisé des informations, j'ai recherché les dialogues de PNJ, les histoires sur les cartes, la toponymie des lieux, sur le site de Conqueror's Blade, sur les informations qu'on avait sur les unités dans le jeu. Bref, j'ai bossé et j'étais ravi. Je vous propose donc aujourd'hui une histoire de Conqueror's Blade selon mes recherches avec les éléments que j'ai trouvés en jeu. C'est donc un travail subjectif et étant que les créateurs du jeu vidéo eux-mêmes ne disent pas voici l'histoire du jeu, il faut prendre tout ce que je raconte avec des pincettes. Tout d'abord, je vais parler de la Restauration impériale et des Légions. C'est un groupe qui est apparu au milieu de la saison 2, qui sont issus des 4 régions autour de la marche, composées des joueurs sous les ordres de l'ordinateur. Le but des légions est donc de récupérer les territoires perdus et de vaincre les maisons indépendantes qui vont être créées par les joueurs. On peut voir ici un bref descriptif de chacune des légions et de leur objectif. Grâce à ces descriptifs, je peux donc nommer l'Empire, simplement appelé l'Empire pentarchique. C'est un empire qui est composé de 5 régions. Penta, 5, ok, c'est cohérent et pas difficile à retenir. S'il y a un empire, il y a donc un cœur de l'empire, et ça c'est la cité des conquérants. Située au centre de la marche, à proximité des points de relais, la cité offre une vue parfaite sur la puissance qu'était l'empire pentarchique. Au premier abord, le jeu étant chinois, je me suis dit, bon, c'est un empire chinois qui s'est effondré et les joueurs profitent du chaos pour se tailler des royaumes. Et bah j'avais tort. J'avais tort parce que c'est pas du tout un empire chinois. Toute la ville est bâtie sur un modèle européen, dans le même style que Turulvaros et Angolia. Les bâtiments sont européens, les troupes en patrouille sont des halbardiers, souvent prévôts. La majorité des PNJ ressemblent à des occidentaux, même si on peut noter la présence de plusieurs asiatiques et quelques arabo-musulmans. De plus, il y a, et je crois que c'est même la seule ville où on voit ça, une statue équestre, et c'est un cataphractaire sur la statue. J'ai donc poursuivi mes recherches, et j'ai regardé dans les registres d'unités et les régions de chaque unité, et il s'est avéré que les cataphractaires sont originaires d'Umverija. Le premier empereur serait donc un Umverija. Suite à ça, j'ai creusé autour des régions, notamment d'Umverija, et j'ai regardé la toponymie, la culture, les unités. J'avais dans l'idée qu'avec des noms à consonance de l'Europe de l'Est, c'est le seul territoire où on peut trouver la peau de bison qui sert à produire les hussards ailés, cavalerie emblématique de Pologne et de la Lituanie. Dans les textes, on dit que c'est une terre de plaine et de montagne avec une grande tradition équestre. Dans les dialogues des PNJ, ne le faites surtout pas, on apprend qu'ils sont assez pieux, suivant la religion monothéiste sans détail, mais assez proches du catholicisme dans leur formulation. Avec tout ça, je m'étais imaginé un pays d'ordre de chevalerie, comme les territoires de l'ordre teutonique, de l'ordre de Livonie, qui était représenté par l'ordre solaire et l'ordre empyréen. Et bah j'avais tort. J'avais tort parce que déjà la cavalerie emblématique c'est le cataphractaire. En seconde unité de niveau T5, c'est les tertiaux, des arquebusiers qui ressemblent plus à des conquistadors. Et donc on va râler un petit peu, mais Umverija, pays de cavalerie avec une seule cavalerie, c'est un peu pas bon. De plus, c'est une région avec tous les unités prévôts, ça ressemble plutôt au Saint-Empire romain germanique de l'époque de Charles Quint. Donc franchement, c'est facile de se tromper, hein, mais c'est pas grave. On a donc un empire qui s'étend sur 5 régions, en partant d'Umverija avec comme capitale Turulvaros, et progressivement, ça va s'installer dans la Marche. Dans un dialogue en particulier, on parle de la mort du roi Azadeni dans la Marche.
Cette information me fait poser la question du temps dans le jeu. En haut à droite, quand vous êtes en open world, vous avez écrit la saison, une année et autres. Donc, j'ai l'impression que cette année assis beaucoup entre 300 et 350. C'est-à-dire que sur la période d'une saison, j'ai l'impression qu'il y a un reset à chaque saison. Mais on tourne autour de 300, 350. Mais 300, 350 à partir de quoi? J'ai deux hypothèses qui cohabitent. La première hypothèse est la naissance du premier unificateur, dont on n'a pas le nom, qui aurait unifié l'Empire, et donc on s'est servi de sa date de naissance comme étant le point de l'année 0. La deuxième hypothèse, beaucoup plus logique à mon sens, serait de dire que c'est la partie du moment où l'année 0, c'est l'unification, c'est l'année de l'unification de l'Empire. Un empire, c'est quoi? C'est plusieurs cultures qui vivent sous une même domination. Euh, voilà. Donc, comme la culture d'Ostaria et d'Umvereja sont beaucoup trop similaires, il fallait donc que Maoyang ou Liangyun, voire les deux régions, soient déjà sous le contrôle de l'empire pour pouvoir appeler ça un empire. Donc l'empire pentarchique a probablement 300-350 ans. Avec toutes ces informations, je peux commencer à faire une ébauche un petit peu de l'histoire en parlant de la guerre. La guerre est quand même le point central dans Conqueror's Blade, c'est un jeu de guerre, tout le monde le sait, mais pourquoi est-ce qu'un empire aussi grand, avec des troupes aussi variées et trucs comme ça, s'est-il effondré? Eh bien à ça, je n'ai malheureusement aucune réponse officielle, parce que je n'ai pas trouvé l'information dans tous les dialogues de PNJ que j'ai lus. Alors, je n'ai pas tout lu, il y a des éléments que je n'ai pas pu voir parce que bloqué pour des raisons d'appartenance à une mauvaise faction. Mais dans tout ce que j'ai sorti, globalement, on n'a pas d'idée générale. Ce qui me laisse réfléchir et que je peux proposer plusieurs solutions en prenant les schémas classiques d'effondrement d'empire dans l'histoire de l'humanité. Premier point, l'empire s'est effondré à cause une trop grande corruption de la part de l'administration, créant des factions nobles qui vont se battre pour le pouvoir. Ça, c'est un assez grand classique. On peut trouver des similarités avec les Trois Royaumes, par exemple. La crise dynastique des Turbans jaunes, que va emmener les Turbans jaunes et ensuite les Trois Royaumes. Deuxième hypothèse, l'empereur, dont on ne connaît absolument rien, s'est avéré être un nul et il a été détrôné, ce qui va entraîner les troupes dynastiques et donc une guerre. Troisième hypothèse que j'ai, c'est après des décennies de révolte menées par Valen, je vais en reparler plus tard, l'Empire épuisé s'est effondré à cause de l'avidité des mercenaires et des seigneurs de guerre, joués par que sont les joueurs. Quatrième hypothèse qui est assez globale finalement, une crise monétaire trop grande qui va amener des révoltes et donc des guerres. Je n'ai pas tous les scénarios possibles, mais tout ce que je raconte peut aboutir globalement à la chute de l'Empire et donc à la volonté des légions de restaurer la puissance impériale ou des seigneurs de guerre de l'achever. L'Empire est donc en crise et les joueurs doivent décider de comment ils participent à ce conflit. Vous voyez ce petit gars? C'est Valen enfant. Il s'entraîne à devenir chevalier. Au fond, un beau château comme on peut trouver en Ostaria ou en Tulvaros. Relativement bien habillé, il ne travaille pas en léchant, donc on peut imaginer qu'il est le fils d'un noble, probablement propriétaire du château. La guerre arrive et Valen va se forger dans la violence. D'abord, il tente de s'opposer aux seigneurs qui viennent détruire son foyer, puis progressivement, en grandissant, il va commencer à prendre le contrôle et à mener une guerre totale de rébellion en attaquant des convois. En formant une armée. Ici spécialisée dans les troupes de siège plutôt. En s'alliant avec d'autres seigneurs, lui permettant
d'assouvir sa vengeance. Dans cette vidéo, l'homme à la hallebarde, c'est le connétable Adler, chef de la compagnie mercenaire de l'Étoile d'Argent. Quand on prend le temps de cliquer sur les dialogues, on apprend qu'il travaille étroitement avec le Kriegsrat, le conseil de guerre d'Ostaria, tout comme Valen, et qui met un point d'honneur à tuer son ancien allié, Valen. De retour au campement après la défaite du premier combat, on voit beaucoup de choses. Il y a des personnages nommés, comme le colonel Miyamoto, le sire Mandeville, plus loin nous verrons Fu Nanshen, un seigneur asiatique, qui juge les actions de Adler. Dans ce campement mercenaire, nous travaillons en fait pour les légions. Ce qui fait qu'on doit affronter la révolte de Valen contre l'autorité impériale. Cela place le joueur dans un organe de répression étatique dès le début du jeu. D'ailleurs, le code couleur de la vidéo est intéressante. Si dans la première vidéo, Valen et ses hommes sont en rouge, ils sont désignés comme les ennemis selon le code du jeu. Dans la seconde vidéo, ils sont en bleu. Mais nous allons devoir les attaquer. Après avoir mené un assaut contre une citadelle qui bloquait la route vers la marche, nous sortons vainqueurs du combat et Valen, vaincu, prend ses suivants et fuit vers Ostaria. Les rebelles ne sont qu'une nuisance dans le jeu. Ils sont là pour donner un côté un petit peu PvE, c'est-à-dire joueur contre environnement, pour donner une petite justification pour éviter qu'on soit sur un jeu entièrement tourné sur du joueur contre du joueur. Pourtant, Valen est quelqu'un qui me semble important et qui pourrait permettre de créer une grande histoire, une grande justification. Mais qui sait, peut-être que Boom Games nous présentera plus tard quelque chose. Il est temps pour moi de finir ce premier épisode sur l'histoire de Conqueror's Blade, qui m'a pris beaucoup de temps de recherche et aussi de montage. Mais c'est un travail assez intéressant et je suis très content de l'avoir fait finalement. Dans cet épisode, on a travaillé notamment sur la création de la pentarchie. Après, bien sûr, tout n'est que hypothèse. Mais je pense qu'on tient quelque chose qui nous permettrait éventuellement de travailler beaucoup plus en profondeur sur l'histoire du jeu. Dans un prochain épisode, on va travailler sur l'histoire des régions, la culture des régions. Je vais reprendre mon travail que j'avais fait auparavant et je vais l'améliorer parce qu'il faut avouer que c'est un petit peu brouillon. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que Conqueror's Blade nous laisse énormément de possibilités pour imaginer son histoire et avec tout ce qui arrive, avec les unités de saison qui sont à chaque fois tirées d'une culture différente, avec une histoire différente, des territoires qui, comme vous pouvez le voir, ne sont pas encore exploités, explorés, on a plein de choses à faire et Conqueror's Blade, à mon avis, va nous laisser quand même beaucoup de choses. Il va nous proposer tellement de choses à l'avenir que
cette histoire qui est en création va être encore plus intéressante au fur et à mesure. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée et vous souhaiter de prendre du plaisir à imaginer.